De quoi vais-je vous parler pendant quelques minutes? L'enjeu citoyen, l'enjeu pour la formation citoyenne de l'enseignement de la Première Guerre mondiale en Belgique francophone. Alors tout de suite, en guise d'introduction, la Belgique étant un pays très compliqué sur le plan institutionnel, je vais essayer de vous préciser, mais je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel belge, c'est promis, ce que recouvre cette appellation de Belgique francophone. Alors, pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale en Belgique, deux niveaux de pouvoir de notre État fédéral, ayant des compétences pour la partie francophone du pays, se sont associés dans un plan d'action commun dont je parlerai tout à l'heure. Il s'agit en l'occurrence ici effectivement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui exerce notamment des compétences en matière d'enseignement et de culture pour les francophones bruxellois et en région wallonne, et de la région wallonne qui, elle, a des compétences en matière de tourisme et de patrimoine. Vous constatez que ce sont des compétences qui sont immédiatement liées à la question de la mémoire et de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Les autres niveaux de pouvoir belges, le fédéral, la communauté flamande, la communauté germanophone, la région bruxelloise, ont, dans le respect de leurs compétences, développé eux aussi des plans d'action spécifiques, mais je ne vais pas les aborder ici, ce n'est pas mon rôle ni ma compétence. Alors, très rapidement, pour évoquer cette question du rôle éventuellement citoyen, du rôle dans l'enseignement de l'histoire de la Première Guerre mondiale, je vais travailler en deux temps. Je vais d'abord vous dire un mot globalement du rôle et de la place de l'histoire et surtout plutôt du cours d'histoire dans la formation citoyenne en Belgique francophone. Et puis ensuite, je passerai dans un deuxième temps à la question plus précise du rôle de l'enseignement de la Première Guerre mondiale dans ce cadre. Donc, commençons par la place et l'importance du travail de mémoire et d'histoire dans la formation citoyenne. Pour démontrer cette place importante, je vais immédiatement faire référence à un document normatif pour l'enseignement en Belgique francophone, en l'occurrence ce que nous appelons le descriptif des compétences et savoirs requis en histoire. Pour parler plus simplement, il s'agit tout simplement de la description de ce qu'un élève arrivé en bout de cursus scolaire doit avoir acquis en termes de connaissances et de savoir-faire. Et je cite ce descriptif, ce document dit ceci: la finalité fondamentale du cours d'histoire est d'aider le jeune à se situer dans la société, à la comprendre afin d'y devenir un acteur à part entière. Alors, je reprends trois éléments importants: se situer, comprendre, devenir un acteur. Je crois que là, l'enjeu citoyen est déjà bien cerné. On dépasse en effet, pour moi, le stade de la simple commémoration. Nous sommes au-delà de ce que l'on appellerait le simple devoir de mémoire. On dépasse aussi le stade de la simple et de la seule connaissance scolaire des faits du passé, pour déboucher plutôt sur une démarche qui doit favoriser la réflexion critique, permettre aux jeunes de se situer dans la société et aussi, c'est fondamental, je pense, d'y assumer leur rôle et leurs responsabilités. Et donc, par conséquent, faire un travail de mémoire d'histoire, ça implique et ça impose, dès lors, d'établir un lien dynamique, permanent entre le passé et le présent. Il s'agit bien de donner aux élèves, aux jeunes, parce que, évidemment, ici, je pense essentiellement aux jeunes générations, il s'agit de donner aux élèves, aux jeunes, les outils nécessaires, tirés de l'étude du passé, pour décrypter la société dans laquelle ils vivent. En d'autres termes, il faut fournir aux jeunes générations les instruments qui leur permettront d'appréhender, d'analyser, de comprendre les événements du passé, mais pas seulement, et aussi d'en mesurer l'impact sur la société dans laquelle ils vivent. Et je crois que dans le cas de la Première Guerre mondiale, nous sommes au cœur tout de même d'un impact important sur notre société. Et en particulier, il s'agit de s'interroger sur les mécanismes qui, à un moment donné, ont mené aux violences de masse du XXe siècle et du début du XXe, à la négation, à la destruction de la personne humaine, on a évoqué tout à l'heure la Shoah, l'Holocauste, d'aborder aussi les processus qui mettent en cause le fonctionnement de la démocratie et les valeurs fondatrices de celle-ci. Alors, cette attention portée dans l'enseignement à une formation citoyenne fondée notamment, mais bien entendu pas uniquement, sur la connaissance du passé, qui est considéré donc comme un élément indispensable pour la compréhension du présent et la construction du futur, mais cette attention s'intègre dans un contexte plus vaste. Puisque depuis 2009, en effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est dotée d'un cadre pérenne et cohérent pour renforcer et développer son action en matière d'éducation à la citoyenneté en lien avec le passé.
avec le vote d'une loi, d'un décret, qui s'intitule « Décret relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté au régime qui ont suscité ces crimes ». Alors, sans entrer dans le détail du dispositif mis en place par ce décret, je préciserai immédiatement, je crois que c'est important, qu'il ne s'agit en aucune manière d'une loi mémorielle au sens où on l'entend communément et loi mémorielle qui provoque beaucoup de débats. En aucune manière, ce décret n'a pour ambition d'imposer de la part des autorités publiques, du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, n'a pas pour ambition d'imposer une politique ou une vérité mémorielle officielle ou instrumentalisée. Il s'agit bien de créer le cadre permettant aux acteurs de terrain, notamment aux enseignants, notamment au monde de l'éducation, de mener des projets en lien avec l'objet du décret, c'est-à-dire globalement des thématiques liées aux violences et crimes de masse du XXe et du début du XXIe siècle. Donc en mettant l'accent sur l'importance d'effectuer un travail de mémoire et d'histoire sur les violences et crimes de masse, comme je le disais, ce texte incontestablement poursuit des objectifs de pédagogie et de sensibilisation, et le décret est très clair là-dessus, en particulier à l'égard des jeunes générations, à l'égard des citoyens en formation. Et la nécessité d'établir un lien entre passé et présent dans la formation de citoyens que j'évoquais précédemment est confirmée, amplifiée et pérennisée par ce texte. Alors, de nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails du dispositif, je dirais simplement que ce décret organise la reconnaissance et le financement d'associations et de projets visant à faire un travail de mémoire et d'histoire sur les faits dramatiques dont je parlais tout à l'heure. Et c'est dans ce cadre notamment, et j'arrive maintenant progressivement à la question de l'enseignement de la Première Guerre mondiale dans le cadre d'une éducation à la citoyenneté, c'est donc dans ce cadre que l'on a lancé des appels à projets, centrés spécifiquement sur 14-18, appel à projet notamment de visite de lieux de mémoire, appel à projet pour l'organisation de projets divers comme des publications, expositions, etc. Et ces appels à projets étaient destinés d'une part aux associations, donc aux acteurs de terrain du monde associatif, et d'autre part aux établissements scolaires. Voilà pour le cadre général. Maintenant, enseigner la Première Guerre mondiale aujourd'hui pour former des citoyens. Voilà la question à laquelle je vais me tenter de répondre dans les minutes qui viennent. La première question, même si je pense que tout le monde sera d'accord, que je vais poser, c'est faut-il enseigner la Première Guerre mondiale? Là, je pense que je vais avoir un large consensus dans la salle, mais si l'étude du passé doit bien donner des clés de compréhension du présent, je pense qu'en tout cas, l'étude de la Première Guerre mondiale pour de jeunes Belges francophones apparaît aujourd'hui comme totalement, complètement incontournable, indispensable. En effet, le conflit est un élément fondateur, c'est une rupture décisive dont les conséquences à long terme se font sentir à la fois pour la Belgique, elles sont multiples, j'évoquerai simplement, le professeur Van Ypersel en a parlé hier, par exemple, l'adoption de la loi sur le suffrage universel après le conflit, je pense aussi au développement de la législation sociale, etc., etc. Mais des conséquences, pas simplement pour la Belgique, et là je ne vais pas aller plus loin, mais aussi des conséquences extrêmement importantes, déterminantes, d'une rupture importante pour l'espace européen dans lequel nous vivons. Donc oui, il faut enseigner la Première Guerre mondiale. Il faut enseigner, mais que va-t-on enseigner, avec quels objectifs? Et c'est ici que j'en viens au plan d'action qui a été développé en Belgique francophone pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre. Puisque, au début de ce plan d'action, la définition de l'ambition, de l'objectif est claire. Je cite ce plan, « Il s'agit de rendre compte, dans sa globalité, de l'expérience spécifique d'un pays entraîné dans une guerre totale d'une brutalité inédite, impliquant autant les civils que les combattants. » On se trouve vraiment ici, je pense, au cœur de l'enjeu fondamental de l'enseignement du conflit pour la formation de citoyens qui sont appelés à vivre et à s'intégrer dans l'Europe en construction d'aujourd'hui. Je vais reprendre deux éléments. Rendre compte dans sa globalité de l'expérience de guerre. On dépasse ici le cadre de la seule histoire des combats pour s'intéresser au conflit dans toutes ses dimensions, en particulier celles impliquant évidemment les civils. Rendre compte d'expériences spécifiques d'un pays. Il s'agit bien
de faire le lien entre le conflit dans son ensemble, qui nous a tous concernés, et ce qu'il a été, en particulier, pour la partie francophone de la Belgique. Il faut, et je pense que c'est un élément fondamental qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, il faut véritablement, sur cette guerre, 100 ans après, croiser les regards, croiser la manière dont on la voit, la manière dont on l'enseigne aussi, et assurer ce balancement entre général et spécifique. Nous avons tous été plongés dans un conflit commun, mais je pense qu'on l'a suffisamment démontré ces deux jours avec des expériences et des mémoires qui peuvent être différentes. Croiser le regard, qui est fondamental pour moi aussi, parce que par expérience, pour avoir mené l'un ou l'autre projet de comparaison d'enseignement de la Première Guerre mondiale dans différents pays, il faut bien dire aussi qu'encore aujourd'hui, trop souvent, l'histoire du conflit est enseignée souvent dans une perspective qui reste extrêmement nationale. Je n'ai pas dit nationale, j'ai dit nationale. Alors, voilà le cadre global de l'enseignement de cette Première Guerre mondiale. Et maintenant, en quoi le plan d'action francophone répond-il à ces objectifs de formation citoyenne? D'abord, pour répondre à la volonté de rendre compte de l'expérience de guerre dans sa globalité, 5 thématiques ont été retenues dans le plan qui font effectivement le tour de la globalité du conflit. Je les cite rapidement. Première thématique, la guerre de mouvement, les combats de la guerre de mouvement qui, pour nous, s'étend d'août à octobre 1914. Les violences contre les civils, qui sont un élément extrêmement important en Belgique et dans la mémoire de certaines villes et villages en Belgique, j'y reviendrai. Les combats de la guerre de position, la Belgique occupée, et enfin, puisqu'il s'agit de parler des conséquences, l'après-guerre et l'impact du conflit jusqu'à nos jours. Alors, ce plan d'action, outre les thématiques, les sujets qui sont abordés, le plan d'action a notamment à l'intention des jeunes générations 2 objectifs importants, qui sont d'une part un objectif mémoriel et patrimonial, et d'autre part un objectif de notoriété. Mémoriel et patrimonial d'abord, si vous visitez un peu la Belgique francophone, vous verrez qu'il y a des forts, il y a des cimetières, il y a des monuments commémoratifs, militaires ou civils. Bref, il y a de très nombreuses traces mémorielles de la Première Guerre mondiale en Belgique francophone. Mais elles sont parfois, ou souvent, devenues incompréhensibles ou ignorées en 2014. Je vais vous donner un simple exemple. La trace mémorielle la plus communément répandue dans toute la Belgique, ce sont les monuments aux morts. Qui connaît encore nécessairement la signification de ce monument devant lequel il passe éventuellement tous les jours. Donc, ces traces sont devenues parfois, je le disais, ou souvent incompréhensibles ou ignorées. Donc, notamment à l'égard des jeunes générations, il y a un véritable travail d'appropriation, de réappropriation à faire pour redonner du sens à ces traces et les intégrer dans un processus pédagogique qui doit favoriser la rencontre du deuxième objectif, dont je parlais il y a quelques instants, l'objectif de notoriété. Il s'agit bien d'approfondir les connaissances historiques des jeunes en Belgique sur la période de 14-18, et notamment de faire remonter à la surface le fait que, parfois occulté souvent d'un intérêt important qu'on porte à la Seconde Guerre mondiale, mais de faire remonter à la surface que la partie francophone de la Belgique a connu la guerre, comme l'ensemble de notre pays, mais avec des spécificités, des particularités qui différencient notre expérience de guerre de celle d'autres pays. Et donc on retrouve ici, dans cet objectif de notoriété, le balancement que j'évoquais tout à l'heure entre contexte général du conflit, il faut enseigner l'ensemble de la Première Guerre mondiale, et éléments singuliers d'une expérience de guerre proche qui font notre être ensemble, notre rapport au passé, à ses traces et à ses conséquences. Alors, je voudrais éviter toute ambiguïté. En précisant que cette volonté de s'intéresser aux éléments spécifiques qui caractérisent notre expérience de guerre ne débouche en aucune manière, en Belgique qu'en francophone, sur une quelconque affirmation identitaire ou nationaliste. Mais nous pensons qu'en matière de processus pédagogique, pour un public de jeunes et d'élèves, il s'agit de partir d'éléments proches, identifiables, ancrés dans la mémoire, mais je le disais tout à l'heure, parfois ignorés, pour élargir ensuite la perspective et s'intéresser au conflit dans sa globalité, et je le répète, pour aussi croiser les regards sur ce conflit. Alors, vous me direz,
quelle est la singularité de l'expérience de guerre belge? Ben, je vais vous en donner rapidement 2 ou 3 exemples. Et en même temps, vous donner quelques exemples de la spécificité, mais vous dire aussi qu'avec le recul, la Belgique apparaît également comme un laboratoire, un terrain d'expérimentation, si je puis dire, malheureusement, de pratiques de violence extrême, en particulier contre les civils, qui vont caractériser l'ensemble des conflits contemporains. Alors, quels sont ces quelques exemples de spécificité? Ben, je voudrais commencer d'abord par évoquer le statut particulier de la Belgique, puisqu'en effet, par rapport à d'autres pays, en effet, en 1914, la Belgique est neutre, et c'est une neutralité qui est imposée, garantie par les grandes puissances, dont l'une d'ailleurs va nous envahir à la suite de l'ultimatum. Et donc la Belgique est entraînée, malgré elle, dans le conflit à la suite de l'ultimatum allemand. Je crois qu'il faut être clair, ce statut influence incontestablement notre vision du conflit et la mémoire de celui-ci. Un deuxième exemple de ces spécificités, c'est que l'histoire des combats, puisque nous sommes sur le front ouest, sur le front occidental, l'histoire des combats ne se limite pas aux tranchées qui se trouvent dans le nord du pays, près de Ypres, dans une zone que l'on appelle de plus en plus, pour reprendre l'expression britannique, in Flanders Fields, mais que le conflit pour les Belges francophones, ça recouvre également les batailles sanglantes, et très sanglantes, on l'a déjà évoqué, de la guerre de mouvement d'août 14 dans toute la Wallonie. Je pense au combat autour de Liège, on a parlé tout à l'heure des obusiers Skoda notamment, on pourrait aussi parler de la Grosse Bertha sur les forts de Liège, de Namur et d'Anvers, des combats dans le sud Luxembourg, qui impliquent notamment l'armée française de manière importante, les combats de Dinan, Namur, Charleroi, Mons, etc., etc. Des combats aussi, et c'est une spécificité importante chez nous, des combats qui s'accompagnent de violences et de massacres de civils dans les villes et villages martyrs. Et il faut être clair, encore aujourd'hui, 100 ans après, ces violences de guerre ont marqué profondément la mémoire des populations concernées, notamment pour des raisons, mais on l'a déjà évoqué aussi, de non-reconnaissance de ces violences, aussi le fait que les responsables n'ont pas été poursuivis, ce qui aura des conséquences aussi sur la manière dont on va envisager éventuellement la manière de traiter, entre guillemets, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, dernier exemple de ces spécificités, c'est que l'expérience, et ça c'est en tout cas sur le front occidental, la partie occidentale, l'expérience le plus largement partagée par la population civile belge fut celle de l'occupation de la quasi-totalité du pays. Et une occupation qui était particulièrement dure, pillage des ressources, misère, faim, déportation de main-d'œuvre, etc., etc. Mais en même temps, l'occupation voit l'émergence de différentes formes de résistance. Et alors, quelque chose de tout à fait particulier, devenu commun aujourd'hui, c'est que si l'aide humanitaire aux populations civiles en temps de conflit est devenue une habitude dans les conflits contemporains, tout conflit maintenant s'accompagne de l'action heureuse des ONG qui viennent au secours des populations civiles, bien, si c'est devenu une habitude, eh bien, il faut souligner que la Belgique a bénéficié de la première aide internationale humanitaire de toute l'histoire, puisque, je fais allusion ici bien entendu à l'aide de la Commission for Relief in Belgium de Herbert Hoover, qui est relayée en Belgique par le Comité de secours et d'alimentation. Malheureusement, ce type d'aide est devenu un accompagnant indispensable des conflits récents. Après avoir parlé des thématiques, des spécificités, des objectifs, un tout petit mot aussi de la volonté, dans le cadre de l'éducation, de l'enseignement de la Première Guerre mondiale, d'évoquer aussi le fait que enseigner cette Première Guerre, c'est aussi l'occasion de mettre en évidence des valeurs, un certain nombre de valeurs qui sont toujours fondatrices pour notre société, pour des citoyens en formation. Je vais en citer quelques-unes, l'attachement à l'indépendance, notamment l'indépendance nationale, l'attachement au pays, au groupe, à la communauté, ce qui implique éventuellement de prendre les armes pour la défendre, l'attachement aux libertés fondamentales, presse, opinion, religieux, l'esprit, la notion de résistance, qui peut s'incarner aujourd'hui par l'idée de résistance à un pouvoir qui s'impose par la force. Je l'ai évoqué il y a quelques instants, la solidarité, notamment par le biais de l'aide internationale, et aussi, et c'est important parce que ça aura des conséquences visibles aujourd'hui, le respect du droit de la guerre, du droit international et des droits humains.
Pour terminer, je vais évoquer rapidement quelques exemples d'actions concrètes qui sont développées en Belgique francophone pour mettre tout ça en œuvre. D'abord, il faut être clair, de manière tout à fait récurrente, le centenaire n'y est pour rien, ça existait avant. L'enseignement de la Première Guerre mondiale en Belgique francophone fait partie des contenus obligatoires de tous les programmes d'histoire, de tous les réseaux d'enseignement. C'est inscrit au programme. Et le conflit, je n'ai pas fait les statistiques, mais on peut les faire, occupe une place importante dans tous les manuels agréés. Je pourrais vous dire aussi que les enseignants exploitent les ressources pédagogiques offertes par les musées, lieux de mémoire, les visites sont nombreuses. Peut-être un petit mot des initiatives nouvelles qui ont été développées dans le cadre du plan d'action. D'abord, je n'ai pas pu vous l'amener parce qu'il va sortir de presse, mais il n'est pas encore sorti. La réalisation d'un support pédagogique nouveau qui sera adapté aux messages, aux objectifs et aux thématiques du plan d'action que j'évoquais tout à l'heure. De nombreux appels à projets, concours, campagnes spécifiquement destinés aux établissements d'enseignement qui ont été organisés et qui, on l'espère, seront encore organisés dans l'avenir. Un autre exemple, c'est que la chaîne publique de télévision en Belgique francophone, la RTBF, a produit, à la demande expresse aussi des responsables du plan d'action, une série de 3 émissions de 90 minutes, de 90 minutes, consacrées spécifiquement à l'expérience de guerre belge. Et d'ores et déjà, une exploitation et des prolongements à ces émissions sont prévus à l'intention des écoles. Enfin, je veux vous dire aussi que la Wallonie a cofinancé 2 grandes expositions, l'une à Bruxelles et à Liège, dont le contenu est en adéquation avec le plan d'action et qui ont développé un important volet pédagogique. Voilà pour ce rapide tableau de la manière dont on envisage les commémorations de la Première Guerre mondiale en Belgique francophone et des liens avec une éducation à la citoyenneté. Et je terminerai simplement en citant, mais de mémoire, une déclaration de l'ancien bourgmestre, de l'ancien maire de la ville de Bruxelles, qui disait à peu près ceci: je ne sais pas si la connaissance, l'étude du passé permettent de prédire l'avenir, mais ce dont je suis certain, c'est que la connaissance et l'étude du passé permettent de préparer et de construire l'avenir. Je vous remercie.